La blockchain et l'IA figurent aujourd'hui parmi les domaines les plus prometteurs, avec une croissance qui semble inévitable dans les années à venir. Mais si vous suivez notre contenu, vous êtes déjà probablement au courant. Ces technologies sont en train de transformer tous les domaines autour de nous, tout comme l'informatique et Internet l'ont fait au début des années 2000. Alors si vous ne souhaitez pas rater ce virage que nous sommes en train de prendre, peu importe votre expertise, il est de votre responsabilité de vous former à ces technologies afin de les exploiter et de les appliquer dans votre domaine, dans votre travail. Puisqu'il est fort probable que les profils ayant une maîtrise de ces sujets soient de plus en plus valorisés sur le marché du travail. Et pour ça, il existe des solutions comme la Blockchain Business School, un organisme de formation qui est là pour vous former à ces technologies afin de faire de vous une perle rare. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bilal El Alami, cofondateur de la BBS, la Blockchain Business School, et il va nous dire tout ce que vous devez savoir sur celle-ci. Bonjour Bilal, alors dans un premier temps je vais te laisser te présenter et nous expliquer ce qu'est la BBS. Merci Yoann pour l'invitation et de m'accueillir dans vos super locaux. Avec plaisir. Pour me présenter rapidement, j'ai 33 ans, j'ai un parcours scientifique à la base en physique, mathématiques. J'ai aussi suivi un cursus en école de commerce à l'ESCP Europe. Et à la suite de ça, d'ailleurs j'étais un peu contre à la base, mais je suis un peu rentré dans le moule des étudiants d'école de commerce. Je travaillais dans une banque d'affaires, j'ai travaillé dans une boîte de conseil. Mais assez rapidement, parce que j'avais vraiment l'ambition, la conviction que je voulais avoir de la liberté dans mon travail et entreprendre. Et du coup, mon parcours m'a amené à entreprendre une première boîte qui s'appelait EquiSafe, que j'ai revendue maintenant. Puis après, j'ai créé Pirates Lab en voulant créer un accélérateur pour les boîtes de l'écosystème Web3. Mais à la différence que tu vois, les accélérateurs traditionnels, pour chambrer, j'aime bien dire, font quasiment de la sous-location. Nous, on a voulu allouer des personnes qui vont travailler avec les entrepreneurs en full-time pendant un temps de 1 mois à quasiment 1 an. Et en fait, on avait la conviction chez Pirates Lab que n'importe quelle personne peut devenir un bon entrepreneur si elle est encadrée avec des personnes qui ont une certaine seniorité, qui ont une certaine expérience. Et donc du coup, j'ai constitué une équipe dans Pirates Lab qui apporte cette expérience aux différents projets avec lesquels on travaille et dans lesquels on investit, parce qu'on a aussi une branche d'investissement. Et comment est venue la Blockchain Business School? C'est que au fur et à mesure que notre portfolio des boîtes qu'on accompagnait se construisait et qu'elles-mêmes elles grossissaient, elles avaient besoin de recruter des talents. Et recruter des talents, c'est excessivement difficile à plusieurs égards. Pour sourcer la personne, pour définir si c'est la bonne personne, pour qu'elle délivre une fois qu'elle est dans la boîte. Et en fait, ces 3 étapes prennent facilement 9 mois, tu vois, disons 3 mois de recherche, 3 mois de préavis, 3 mois pour atteindre une vitesse de croisière. Tu viens de passer 9 mois entre le moment où tu voulais recruter et le moment où la recrue vient chez toi apporter de la valeur. Aussi long qu'une grossesse, quoi. Exactement, c'est une grossesse. Et donc du coup, on a voulu accélérer cette grossesse. Et pour ça, on a créé la Blockchain Business School. Alors il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que pour accélérer cette grossesse, beaucoup d'entrepreneurs ou de fondateurs de boîtes utilisent des chasseurs de tête. J'ai rien contre les chasseurs de tête, ils font un excellent job, mais ils sont très chers. Et donc du coup, beaucoup de boîtes qui avaient levé de l'argent auprès d'investisseurs dépensaient une somme non négligeable auprès de chasseurs de tête pour recruter des talents. Et donc moi qui suis entrepreneur, qui accompagne ces entrepreneurs et qui sait la difficulté à lever des fonds, c'était pour moi inadmissible de donner autant d'argent à des chasseurs de tête. Et parti de ce constat-là, on a créé la Blockchain Business School avec l'idée de faire des bootcamps de 3 mois, professionnalisant sur des thématiques dont nos boîtes ont besoin, d'abord en blockchain, et aujourd'hui on s'est un peu diversifié sur d'autres thématiques, on pourra en parler, d'abord en blockchain, pour que pendant les 3 mois de préavis, la personne vienne s'entraîner à la Blockchain Business School pour être plus à même quand elle arrive dans la boîte, pour sourcer des talents qui passent par la Blockchain Business School et où on se dit ok, ils ont suivi la formation qu'on recherche chez nous. Et donc pour ces 2 raisons, pour accélérer ce sourcing, la montée en compétences, pour que le talent atteigne une vitesse de croisière et apporte de la valeur à la boîte, on a créé la Blockchain Business School. Et puis, dans cet univers, ou cette réflexion un peu écosystémique qu'on a avec Pirates, où on a 1000 mètres carrés de locaux à Levallois-Perret, où on a 5-6 boîtes qui partagent ces locaux avec nous, donc il y a une vraie vie communautaire, la Blockchain Business School, c'était aussi le moyen de leur donner une estrade, une audience, pour que nos boîtes puissent s'entraîner
mais aussi pour pouvoir donner de la proximité aux étudiants avec des entrepreneurs de l'écosystème. Donc ils ont accès à nos boîtes ont accès à eux, et ça permet d'avoir du feedback, de se tester. Je donne un exemple, tout le monde n'est pas bon en présentation, tu vois. Donc ça vient avec de l'entraînement, mais c'est pas de l'entraînement devant ton miroir, il faut s'entraîner devant du monde. Bah, du coup, on fait souvent des events avec Pirates ou avec la BBS, où soit des gens de Pirates viennent, soit des étudiants de la BBS viennent, et puis on va dire à huis clos, on peut faire des sessions de pitch, se faire challenger par l'audience, et entraîner, tu vois, ces skills de public speaking. Désolé pour l'anglicisme. Donc ça crée beaucoup de synergie, d'externalités positives en mêlant, tu vois, la BBS et Pirates. Et on pensait que c'était une bonne proposition de valeur à mettre sur le marché. Et voilà comment on en est arrivé à la Blockchain Business School. Alors je dirige les deux boîtes en tant que président fondateur, mais je veux aussi parler des gens qui sont dans la BBS, que ce soit Nathan Jaron, le directeur pédagogique, ou Fabien, le directeur administratif, qui en fait gère 80% de l'école. Je suis que le sommet émergé de l'iceberg. Et moi, ce que j'apporte de la valeur à la BBS, c'est en facilitant de l'accès à différents intervenants de l'écosystème, qui sont d'autres entrepreneurs pour intervenir, pour créer des modules de cours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ça la Blockchain Business School. En fait, je voulais m'inspirer des écoles de commerce qui, à la différence, on va dire, d'écoles d'ingénieurs où les profs sont plutôt, on va dire, des chercheurs qui viennent présenter des trucs théoriques, bah, dans des business schools, il n'y a que des gens de l'industrie qui viennent présenter leur sujet d'expertise. Et donc, typiquement, on a des gens de cabinets d'avocats qui viennent expliquer comment se passent les enjeux de réglementation. On a des gens de Ledger qui viennent expliquer la cybersécurité et la cryptographie. On a des gens d'Ubisoft qui viennent donner des clés de lecture sur de la tokenomics de jeux vidéo, et j'en passe. Et on pense que c'est cette diversité, cette culture pratique qui apportera le plus de valeur. Vos intervenants vraiment apportent leur expertise, mais aussi leur expérience, du coup, puisqu'ils viennent du monde réel, entre guillemets. Exactement. Et en fait, on apporte aussi de l'accessibilité aux étudiants. C'est-à-dire, quand tu as un mec de Ledger qui vient donner un cours, un mec de Deloitte qui vient donner un cours, un mec d'un cabinet d'avocats qui vient donner un cours, un mec de Ubisoft qui vient donner un cours, ben en fait, c'est des gens à qui on peut déposer son CV à la fin de ce cours, interagir en direct avec eux sur c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil, comment est-ce que moi je peux apporter de la valeur. Ça apporte aussi beaucoup de sens à l'étudiant de se confronter à la réalité pour pouvoir, tu vois, affiner qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, est-ce qu'il va s'épanouir dans ce travail-là. Parce que, voilà, on a tendance à avoir le monde plus grand qu'il ne l'est, au sens où, bah, en fait, quand on a trop de choix, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais quand on rentre un peu plus dans des études de cas précises, en finance, en gaming, en produit, bah, du coup, là, on voit tout de suite si est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi. Est-ce que j'aime être PO et faire des tickets avec des développeurs, ou est-ce que je préfère être product manager et en fait faire le lien entre les clients et les développeurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup remarqué, c'est que bah, en termes de sémantique, beaucoup de gens ne définissent pas bien les mots, et donc du coup ils pensent que c'est quelque chose d'autre que ce que ça fait en réalité. Et donc on essaie de leur apporter, tu vois, de la transparence, des exemples de qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce job dans une boîte. J'aime pas trop dire Web3 parce qu'en réalité, tu vois, c'est des boîtes tech qui utilisent différentes technologies, dont la technologie blockchain. Mais ce qui est important, c'est de créer plus de porosité entre les différentes équipes d'une même boîte. Je m'explique. Moi, ce que j'ai remarqué en tant qu'entrepreneur, ce qui fait perdre le plus de temps aux équipes, c'est que bah, les équipes produits, les équipes techniques et les équipes business ne parlent pas trop le même langage. Donc, je sais pas, l'équipe produit peut utiliser un mot qui est défini différemment par l'équipe technique et différemment par l'équipe business. Et du coup, ça crée des mauvaises communications. Et c'est comme ça que j'appelle ça en dérive. Parce qu'en fait, on part sur des chemins en pensant que c'est le bon, mais en fait, c'est pas le bon. Et donc, très humblement, ce qu'on essaye de faire, et ce qui est pour moi le truc capital que les étudiants doivent retenir quand ils sortent de la BBS, c'est savoir mieux travailler avec des équipes qui ont des soft et des hard skills totalement différents d'eux. De prendre le soin de bien définir ce qu'on veut, ce qu'on recherche, ce qu'on espère, pour éviter cette dérive
qui fait perdre du temps aux équipes, à la boîte, et qui crée aussi d'ailleurs des frustrations. Tu vois, tu as l'équipe tech qui se défonce pour faire un truc, mais en fait ça a été mal défini. Je peux te dire que l'équipe tech, elle n'a pas envie de parler à l'équipe produit pendant 1 mois ou 2. Tu vois. Et donc c'est inhérent aux personnalités humaines, mais je pense qu'on peut minimiser ces risques, et c'est ça qui est important, parce que il y a toujours cette frustration de tu veux faire, mais à cause de un non-dit, un truc mal défini, ben en fait on perd du temps. Et tu vois, quand tu es entrepreneur, tu veux tester le truc, tu veux lancer le truc, tu veux avoir du feedback utilisateur, et tu veux pas à 2 jours du lancement te rendre compte que en fait tu es reparti pour 2 semaines, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs là, du coup, tu nous parlais des différents rôles au sein d'une même boîte tech, enfin Web3, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différentes formations qui sont disponibles au sein de BBS? Parce que comme tu le disais, hein, c'est pas seulement de la technique et du dev. Exactement. Au début, il y avait une formation qu'on appelait The Original, qui se segmentait en 2. Une version un peu plus technique, une version un peu plus généraliste. Et en fait, comment ça se passe? C'est que elle dure 3 mois. Et dans ces 3 mois, ça se divise en 3 étapes. Une partie tronc commun, où justement, en fait, il y a des cours un peu généralistes qui sont communs aux 2 formations, qui permet aux étudiants de suivre ces formations ensemble. Tu vois, de la porosité entre le parcours technique, le parcours un peu plus généraliste. Puis après, un 2e mois de spécialisation, où là, ils se séparent pour vraiment étudier leur thématique précise. Et puis enfin, ils se retrouvent à nouveau dans le 3e mois, où là, c'est un mois de projet. Et tous les étudiants font des groupes pour travailler sur un projet qu'ils vont délivrer. Et donc encore là, il y a une reporosité, il y a un mix de profils. Ce qu'on peut retrouver, c'est qu'évidemment, dans la formation technique, les profils sont plus techniques que dans l'autre formation. Et dans la formation généraliste, on peut retrouver des gens qui ont des profils peut-être un peu plus sales, des profils un peu plus produits, des profils un peu plus consultants, chefs de projet. Et du coup, on retrouve un peu tous les profils qu'il faut pour potentiellement créer une start-up. Et je peux donner l'exemple d'une boîte qui s'appelle Legacy, qui fait spécialisée dans la transmission de crypto. Okay. Transmission au sens, quand quelqu'un meurt, il faut transmettre le patrimoine, qui sont issus de la Blockchain Business School. On a différents groupes qui ont participé à des hackathons. À Vierzon, le hackathon d'Éric Larchevêque, avec qui on est assez proche. Qui, je crois, ont reçu des prix. Donc, et ça, c'est vraiment l'ADN de Pirates Lab, d'essayer de catalyser un esprit entrepreneurial, de faire baigner les étudiants dans cet écosystème entrepreneurial. Donc, pour répondre à ta question, il y a ce cursus The Original qui se divise en 2, qui a une thématique blockchain. Il y a un autre parcours qui s'appelle DeFi, qui est plus lié à de l'éducation financière, à de la manipulation de crypto, d'investissement, parce que la plupart des gens, leur première entrée dans la crypto, c'est à travers l'investissement. Donc c'était important de pouvoir accompagner les gens, et en fait, pas juste dans la DeFi, mais dans cet esprit d'éducation financière, de comment placer, comment diversifier, comment gérer ce qu'on appelle son risque, etc. Et puis, cette formation J originale, on l'a dérivée, pareil, sur une thématique IA, où pareil, il y a un module généraliste, un module technique, et l'objectif, c'est d'accompagner les apprenants à s'emparer de ces outils IA pour se créer de la valeur à eux, pour s'augmenter eux. Donc typiquement, dans la formation technique, on les accompagne à faire des copilotes pour augmenter leur processus de sales, augmenter leur processus de dev, augmenter les processus qu'on appelle Customer Success, de service client. Et sur la partie plus généraliste, un peu similaire, mais avec moins de code, avec plus d'outils no-code pour les étudiants. Alors ça, c'est les bootcamps de 3 mois. Okay. Il y en a globalement 5, 2 en blockchain, 2 en IA, 1 en éducation financière et DeFi. Et puis après, on a d'autres formations qui sont un peu plus courtes, qui durent entre 2 semaines et 1 mois, qui ont plus vocation à introduire le sujet à des gens qui ont peut-être un petit peu moins le temps, qui veulent aller un petit peu moins loin. Donc il y a un cours d'introduction aux NFT, il y a un cours d'introduction aux crypto-monnaies. Et voilà, l'idée c'est de standardiser la formation dans l'écosystème pour soutenir les boîtes
et toujours avoir des profils qui sont à jour des technologies qui sont disponibles pour pouvoir donner le meilleur en tant que talent dans une boîte. C'est vraiment ça notre objectif. Encore une fois, l'écosystème Web3 et on va dire tech parisien, il est assez petit en réalité. Donc comment est-ce qu'on le fait grossir? On le fait grossir avec plus de talent, mais plus de talent qualifié. Et si on arrive à avoir ça, parce que chaque boîte, c'est des humains. Si on arrive à avoir ça, ben, je suis sûr que ça peut tirer tout l'écosystème vers le haut. On n'estime pas être les meilleurs, on ne veut pas être les meilleurs. On veut que les étudiants trouvent de la valeur dans ce qu'on donne. Et c'est ça qui est important pour nous. D'accord. Et là, du coup, dans les différentes formations, tu parlais de formations qui vont vraiment en profondeur et d'autres qui permettent d'introduire certaines personnes à ces thématiques-là. Du coup, on peut voir qu'il y a vraiment différents profils qui sont concernés. À qui s'adressent en fait ces formations? Est-ce que c'est uniquement pour des gens qui veulent se reconvertir, entre guillemets, ou des personnes qui ont déjà leur job et qui veulent acquérir de nouvelles compétences dans ce job-là? Alors, je dirais qu'il y a 3 profils d'étudiants à la Blockchain Business School. Et évidemment, nous, on priorise la qualité au nombre pour vraiment créer des groupes diversifiés. Enfin, tu vois, genre, notre hantise, c'est, en fait, il n'y a que des généralistes, et du coup, il n'y a pas de tech. Et du coup, en fait, tu fais un groupe où il n'y a que des mecs qui font des prêts. Non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on sélectionne les étudiants de manière à créer une homogénéité dans le groupe. Ça, c'est déjà très important. Le deuxième, c'est il y a 3 typologies de profils. Il y a un profil qu'on aime beaucoup accompagner, c'est les profils les jeunes diplômés qui sont en recherche de travail. Et voilà, on va pas se mentir, le contexte est très difficile, c'est pas facile de trouver du travail quand on est un jeune diplômé. Et donc du coup, humblement, et d'ailleurs on a une bourse pour ça, on permet à ces jeunes diplômés de venir faire une certification pour compléter leur CV, pour être en lien avec des boîtes, des entrepreneurs, et pouvoir augmenter leurs chances d'être recrutés à 2 niveaux avec un CV plus complet et avec de l'accessibilité à ces gens qui recrutent. Jeunes diplômés, peu importe leur domaine? Peu importe leur domaine, oui. Ok. Peu importe leur domaine, tant qu'ils fit dans la formation généraliste ou dans la formation technique, en vrai, ça nous importe peu. Évidemment, moyennant l'homogénéité qu'on se garde dans la sélection. Deuxième type de profil, des gens qui sont au chômage, mais pas forcément qui sont en réorientation. Plutôt le genre de profil de personne qui, ça fait 7 ans qu'elle est dans sa boîte, elle en a un peu marre, elle veut changer de boîte, d'industrie, d'écosystème, mais toujours avec le même profil. Et du coup, eux, pendant qu'ils sont au chômage, pendant qu'ils se posent toutes ces questions, suivent la formation pour venir... c'est une manière pour eux, tu vois, de tester si le sujet les intéresse vraiment, tout en étant bénéfique pour eux, vu qu'ils apprennent et qu'ils ont un diplôme à la fin. Donc voilà, là, on peut retrouver des gens qui étaient dans des grands groupes, des gens qui étaient dans des startups françaises, type Payfit et j'en passe. Eux sont plus âgés en général, tu vois, autant les étudiants entre 23 27 ans, les post-bac, autant les jeunes diplômés, pardon, autant ces consultants, ces gens en recherche de changement, on va dire entre 28 et 32, 35. D'accord. Et puis après, on a une dernière typologie de profil qu'on aime beaucoup, c'est des gens qui sont dans des grands groupes ou dans des grandes boîtes de conseil et qui viennent se former à la BBS parce qu'ils travaillent sur des sujets d'innovation, ils veulent comprendre, ils veulent compléter leur CV pour pouvoir être plus légitime à avoir un poste qui engloberait cette partie Web3, par exemple, dans un département innovation. Et par exemple, on a une personne qui est chez GRDF, qui a suivi la formation Product Manager, et qui est en train d'implémenter un produit de traçabilité pour le gaz et l'électricité au sein de GRDF. Ok. Dans la deuxième tranche dont je t'ai parlé, excuse-moi, on a une femme qui a suivi la formation Product Manager et qui travaille chez Absolute Labs.
Donc elle avait passé 20 ans de marketing, dans des grosses boîtes de marketing. Elle était au chômage depuis 6 mois, elle cherchait justement quoi faire, comment se relancer, cherchait un esprit plus entrepreneurial, une expérience plus entrepreneuriale. Et après la BBS, elle a rejoint Absolute Labs, qui est une belle boîte où LVMH a investi et qui fait des CRM Web3, c'est-à-dire qui traquent ce que font des wallets pour pouvoir faire des suggestions de produits. Et puis dans la tranche jeunes diplômés, là on a plutôt des profils très entrepreneuriaux. Je donnais l'exemple de Legacy. Donc tu vois, des jeunes qui se disent, bon bah quitte à ce que je trouve pas un job, je vais me créer mon job, et qui se lancent dans des projets. Et moi je passe beaucoup de temps à mentorer aussi ces projets-là. Alors on a une quarantaine, je crois, de mentors qui sont répartis sur tous les étudiants et on les accompagne toutes les semaines. J'ai un créneau de, on va dire, 2 heures, des fois 3 heures par semaine personnellement, qui est dédié à ces étudiants. Je les écoute, je réponds à leurs problématiques, j'essaie de les guider, j'essaie de rationaliser toutes leurs idées. Et voilà, encore une fois, créer de la porosité, créer de la bienveillance, créer de la pédagogie, pour que ces gens-là soient ultra efficaces le plus vite possible quand elles rejoignent une boîte. Ok. Et du coup, en parlant de temps que toi tu passes à mentorer ces élèves-là, les élèves, eux, de combien de temps par semaine, par mois, est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir suivre ces formations? Je dirais que par semaine, il faudrait allouer 4 à 6 heures Ok. pour suivre la formation. Je dirais peut-être 1 heure de plus pour le mentor. Après, il y a des calls qui durent 15 minutes, il y en a qui durent 1 heure et demie. Ça dépend de ce qu'il faut travailler, mais évidemment, tu vois, une fois c'est 15 minutes, mais l'autre fois c'est 1 heure et demie, puis l'autre fois c'est une demi-heure, et ainsi de suite. Mais en général, ce moment de live est plutôt cool et bien pris par les étudiants. Et donc je te disais, les grosses formations de 3 mois, elles durent 3 mois, donc c'est 4 à 5 heures, 4 à 6 heures par semaine pendant 3 mois. Ok. Et puis les formations de 2 semaines à 1 mois, je dirais qu'elles requièrent 3-4 heures par semaine. Ok. Et c'est du distanciel ou il y a des cours en présentiel? Les cours sont en distanciel, mais on peut faire les office hours, on fait des sessions qu'on appelle de masterclass, donc 1 fois par mois au minimum. Il y a un rendez-vous physique avec 1 ou 2 intervenants qui viennent parler. Donc en général, tous ceux qui n'ont pas le temps de faire un module de 4 à 6 heures pour la BBS, ben, en fait on les fait intervenir en masterclass d'1 heure en physique. Et du coup, il y a l'interaction avec les étudiants, ils discutent. En général, ils viennent toujours avec 2-3 personnes de leurs équipes. En général, ils viennent toujours avec des cadeaux. Et du coup, les gens ressortent avec des crédits, des ledgers, etc. Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est vrai que là, du coup, tu nous parlais de pas mal de profils qui viennent à ces formations-là tout en restant dans leur sillon et dans leur domaine d'expertise. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, pour un boulanger de vouloir se reconvertir vraiment radicalement et intégrer la business school pour devenir développeur Web3, par exemple? Alors, c'est pas impossible, mais il faut pondérer avec s'il a arrêté de boulanger hier et qu'il veut commencer à être développeur, c'est pas le truc qui fait le plus sens. Donc on va lui dire, ok, suis les prérequis, et une fois que tu as fait les prérequis, reviens. Ensuite, le deuxième truc, c'est que on veut des gens qui ont une conviction, un feu intérieur, inchallengeable. C'est-à-dire que moi j'aime bien recevoir les mecs qui, tu vois, ils ont envie, c'est des hustlers, quoi. Ils ont envie de se donner, ils ont envie de faire au mieux, ils ont envie d'extraire le maximum de la BBS, et on est là pour ça. Et donc, plus il y a de conviction, plus on a envie de leur donner leur chance. Tu vois. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Il faut une conviction incroyable pour avoir la résilience de pouvoir passer les hauts et les bas, et le temps que ça prend pour créer quelque chose de bien et de la valeur pour les autres. Et tu vois, souvent on dit les investissements, c'est 80%, quand on investit dans une boîte, c'est 80% la personne et 20% le reste. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es à un stade aussi immature de ta boîte, que tu n'as pas de produit, que tu n'as pas de client,
la seule différence, le seul dénominateur commun qui fait la différence, c'est les people, encore une fois. Donc, quand on voit des gens ultra motivés, forcément, on a encore plus envie de leur donner leur chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ces élèves, une fois qu'ils ont décidé de suivre la formation, en fin de cursus, comment est-ce qu'ils valident ou non leur cursus et est-ce que ça donne droit à un diplôme reconnu par l'État? Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, la Blockchain Business School, c'est un organisme de formation. Donc, on est accrédité comme un organisme de formation. On a des accréditations comme Calliope et d'autres qui permettent de fournir des certifications, des diplômes. En l'occurrence, on fournit différents diplômes en gestion de projet, méthodologie agile, qui imbriquent, tu vois, des enjeux un peu blockchain ou qui s'imprègnent de situations de boîte Web3. La notation se divise en deux. Il y a évidemment un suivi et des petits examens, des petits QCM tout au fil des 2 premiers mois de module. Et il y a le 3e mois qui est le projet, où les étudiants travaillent sur un projet et le présentent à la fin du mois. Et donc il y a une grille d'évaluation sur ce projet, sur à quel point ils sont allés loin techniquement, en termes de produits, la pertinence, la manière de le pitcher, de le vendre, de faire ressortir sa proposition de valeur. Et donc tout ça constitue une note. Encore une fois, et encore avec beaucoup d'humilité, on a réussi jusqu'à présent à faire en sorte que les groupes soient vraiment pas homogènes au sens ils ont tous le même profil, mais plutôt complémentaires, et qui fait que tout le monde s'est plus ou moins tiré vers le haut, et que jusqu'à présent tout le monde a eu la certification. D'ailleurs, en tant qu'organisme de formation accrédité, on ne peut pas juste donner des certifications comme ça, on est contrôlé. Okay. Les examens peuvent être contrôlés, que ce soit les QCM ou les notations. Donc voilà, en tout cas, jusqu'à présent, les étudiants s'en sont plutôt bien sortis. Et donc oui, c'est un diplôme reconnu par l'État, parce qu'on a les accréditations que je mentionnais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut utiliser le crédit de formation professionnelle, le CPF, et les différentes aides qu'on a citées de financement. Et voilà. Ok. Et donc du coup, imaginons que moi je sois développeur, que je veuille devenir développeur Web3, que je suis intéressé par vos formations. Quand est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce qu'il y a une date de début, une date de fin? Très bonne question. Alors, pour répondre directement à ta question, après je vais répondre à un autre truc. On a changé le modèle de la BBS. Jusqu'à présent, on commençait tous les trimestres. Okay. Et on faisait tous les trimestres. Et en fait, on se rend compte que y a beaucoup de gens attendent 2-3 mois pour commencer la formation. Bah en fait, soit ils se démotivent, soit ils vont autre part, soit ils se forment mal eux-mêmes. Et donc du coup, on a changé le modèle. Maintenant, tous les mois, il y a une formation qui commence. Qui a entre 10 et 15 personnes. Probablement des fois plus. Je te dis les chiffres que j'ai en tête sur les dernières formations. Et ça permet de pouvoir commencer à n'importe quel moment. Ok. Bon, là, on est à la fin d'année. La prochaine session, elle commence le 13 janvier, si ma mémoire est bonne. Avec d'ailleurs un alumni de la BBS qui va présenter son projet avec le soutien de quelques-uns de nos intervenants, comme Mehdi Labani et comme Ben Beka. Mais maintenant, on peut commencer tous les mois la formation BBS. Les formations de 3 mois, parler de prix, elles coûtent 3 999 €. Les formations plus courtes, elles coûtent entre 500 et 2000 €. Mais tout est disponible sur le site bbschool.fr. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, tu me donnais le contexte, tu disais je suis développeur blockchain, je veux devenir développeur blockchain. Alors en fait, moi qui viens d'un profil assez technique, ce qu'ont besoin les développeurs, c'est pas forcément de savoir être développeur blockchain. Parce que développeur blockchain, c'est un nouveau langage de programmation, et déjà quand tu es développeur, tu utilises plusieurs langages. Si tu es full stack, tu utilises du front et du back, tu peux manipuler des bases de données avec du SQL, donc tu as à minima trois langages de programmation. Okay. Tu vois. Et en fait, en développement, il y a vraiment des tendances. Il y avait Angular, puis après il y a React, puis après il y a Vue.js, et donc en fait, toujours des nouvelles technos qui viennent remplacer, où les devs se reforment sur ces technos. Et le Solidity, honnêtement, c'est très proche de Python.
Donc, on n'a pas la prétention de dire on va t'apprendre à faire du Solidity. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, encore une fois, quand on est une start-up, et je dirais, et les grands groupes devraient penser comme ça aussi, on veut un mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un développeur blockchain, on veut un mec qui est plutôt bon dev et qui sait faire du développement blockchain. Donc en fait, notre cursus tech, c'est pas un cursus de développeur blockchain. C'est ce qu'on appelle un cursus de tech lead Web3. Tech lead, ça veut dire quoi? Un tech lead, c'est le développeur qui va pouvoir chapeauter éventuellement d'autres développeurs. Et donc du coup, c'est le développeur qui va développer, qui va chapeauter le développeur front-end, le développeur back-end, le développeur blockchain. Ok. Et c'est ça qu'on veut leur apprendre. C'est comment est-ce qu'un produit se découpe en plusieurs layers, en plusieurs couches. Couche front-end, couche back-end, couche blockchain, couche sécurité, couche infrastructure, pour créer un produit blockchain scalable. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça la valeur qu'on veut apporter. Il y a un autre point qui est aussi très important, c'est de savoir que, en fait, en tant que boîte blockchain, tu n'as pas forcément besoin d'un développeur blockchain tout le temps. Je te donne un exemple. Tu veux créer un token, en fait, tu crées le smart contract du token, tu le déploies, après, tu n'as plus grand-chose à faire. C'est fait, ouais, effectivement. Tu veux créer une marketplace comme Interstellar, en fait, tu crées les smart contracts de la marketplace, après, tu n'as pas à faire grand-chose. Tu peux mettre à jour certains smart contracts, tu peux rajouter des features, etc. Mais tu n'as pas besoin d'un mec full-time développeur web. Et c'est ça que font tombent dans le piège beaucoup de boîtes, c'est-à-dire elles recrutent un développeur blockchain, puis après, au bout de 3 mois ou 6 mois, elles n'en ont plus besoin, et en fait, il sait faire que du développement blockchain, donc du coup, on ne sait pas trop où le recaler, et du coup, on a, entre guillemets, un poids mort dans la boîte. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour toutes ces raisons, c'est une formation Tech Lead Web3 pour comprendre les interactions entre différentes couches qui constituent un produit Web3. Et c'est assez compliqué, des fois le front parle qu'avec la blockchain, des fois le front parle avec le back qui parle avec la blockchain. Donc il faut comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne efficacement. Et voilà, on le sait, il y a des problèmes d'UX dans les applications blockchain, donc on peut améliorer cette UX avec plein de solutions, mais il faut les connaître, il faut savoir comment elles rentrent en osmose avec le reste du produit, quels risques dans ton produit elles apportent, ou quels risques elles t'enlèvent d'ailleurs, et c'est tout ça qui est important. Quand tu sais pas tout ça, en fait tu commences, tu as envie de tout refaire toi-même. Mais souvent la méthode la plus rapide, c'est pas de tout refaire toi-même. Et d'ailleurs, c'est jamais la méthode la plus rapide, et c'est souvent une méthode plein d'erreurs, parce qu'en fait, tu ne capitalises pas sur tout le travail qui a été fait par d'autres gens qui ont testé des trucs, qui ont refait, qui ont compris des trucs, et donc du coup, à chaque fois, je leur dis, en fait, t'as ce truc open source, utilise-le, t'as ce produit en API, utilise-le, tu vas pas le redévelopper, et en fait, ça permet d'avoir un produit rapide. Et encore une fois, c'est l'ADN entrepreneurial. On veut shipper des trucs rapidement, tester le plus rapidement, faire le moins d'erreurs possible. Et c'est comme ça qu'on crée de l'inertie pour que ton projet il soit successful. Tu vois, tu crées pas de l'inertie. Alors ça arrive des fois, mais il n'y a pas de projets qui, en fait, sont dead pendant 1 an, et puis d'un coup, bam, on 100 000 utilisateurs. Il faut qu'il y ait des rationnels, tu vois. Et il n'y a rien de pire que lancer un produit qui n'est pas prêt à accueillir des utilisateurs. Et du coup, ils ont une mauvaise expérience de ton produit. Et ils reviennent. Du coup, ils reviendront jamais. C'est ça la vérité. C'est qu'à chaque fois, ils vont dire: ah, mais attends, ce truc, j'ai galéré. C'est le truc où j'ai galéré. Tu vois. Et moi, je l'ai vécu aussi. Hein, tu vois, c'est de l'expérience. Avec ma première boîte EquiSafe, je me souviens, on avait fait ce qu'on appelait l'opération ANA, première tokenisation immobilière en juin 2019. Okay. En Europe, hein, première tokenisation immobilière. Et on avait fait ça en physique dans l'hôtel particulier qu'on avait tokenisé. C'est incroyable. Ça s'appelle l'opération ANA. Si tu tapes opération ANA sur Google, vous allez retomber dessus. Et en fait, on a eu énormément de visibilité grâce à ça, mais notre produit n'était pas prêt à accueillir plein d'utilisateurs. Il était prêt à faire un POC, un MVP. Un POC c'est réducteur, un MVP. Mais il n'était pas prêt à avoir plein d'utilisateurs. Et je vous jure, pendant 1 mois, tout le monde m'appelait. Et en fait, je ne pouvais rien faire avec les gens. Et après, il m'a fallu 18 mois. 18 mois. Pour améliorer tout ça. Pour réaméliorer tout ça, faire oublier la première expérience, retravailler des nouveaux clients, tu vois, 18 mois. Et je vous jure, je ne souhaite ça à personne. La première impression est toujours importante, quoi. Ultra importante, ultra importante. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de je veux que mon produit soit parfait. En fait, il y a une citation du fondateur de LinkedIn, je crois, qui dit
Si t'as pas l'impression de sortir ton projet en retard, c'est qu'il y a un problème, en gros. Ok. Tu vois et ça veut dire que, en fait, si t'as pas l'impression de sortir ton projet en retard, c'est que tu veux toujours qu'il soit parfait, tu veux toujours qu'il soit parfait, tu veux qu'il soit parfait, et en fait, tu loupes ton timing. Et il y a d'autres gens qui font des trucs moins parfaits, mais qui arrivent à engager des utilisateurs et qui capitalisent dessus. Ouais, le mieux est l'ennemi du bien, je crois qu'on dit, c'est Un ça. truc comme ça, exactement. Exactement. Alors c'est vrai que là, tout ce que tu me disais pour les profils techniques, j'imagine que ça vaut aussi pour les autres profils, surtout avec des technologies aussi jeunes, où il faut constamment apprendre à suivre les tendances et à garder un œil dessus. Comment est-ce que vous faites chez Blockchain Business School pour s'assurer que les formations délivrent vraiment les informations les plus pertinentes aujourd'hui? C'est une très bonne question. Alors comme je te disais, en 3 mois, tu as, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 25 modules de 4 à 6 heures. Et en fait, c'est ça qui est bien pour pouvoir mettre à jour des modules, c'est que quand on doit mettre à jour un module, bah en fait la personne n'a que 4 heures, 6 heures maximum à mettre à jour. Okay. Donc ça fait moins de travail pour chacun quand il s'agit de mettre à jour du contenu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mettre à jour le contenu. Alors, on ne le met pas à jour tous les 6 mois, plutôt à jour tous les 9 mois, 1 an, à moins qu'il y ait un nouveau truc, etc. Et les étudiants le demandent, et du coup, on s'adapte. Mais voilà, tout simplement, la réponse, c'est, comme c'est divisé en plein de modules faits par plein de gens différents, bah, du coup, on arrive à être très chirurgical sur qu'est-ce qu'il faut mettre à jour. Il n'y a pas un cursus, tu vois, monotone de un prof qui doit tout remettre à jour. Ouais, c'est tout l'intérêt de ces modules-là, c'est que c'est très dynamique en fait. Exactement. Vous pouvez les il y en a adapter. qu'on enlève, il y en a qu'on remet. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, ouais, il y en a qu'on enlève, il y en a qu'on remet, il y en a qu'on rajoute, il y en a qu'on rend optionnel. Tu nous as parlé des prix, déjà, des formations. Est-ce que tu as un mot à nous dire sur les moyens de financement? Comment est-ce qu'on peut payer notre formation Bien chez sûr. BBS? Alors, j'ai mentionné la bourse pirate, donc pour en reparler, c'est une bourse de 1 million d'euros pour les jeunes diplômés. Donc, si tu viens d'une école d'ingénieur, je regarde la caméra, si tu viens d'une école d'ingénieur, si tu viens d'une école de commerce, si même tu es designer, si tu viens d'une formation juridique, si tu viens d'une formation produit, et que tu as été diplômé dans les derniers 18 mois, tu peux candidater à la bourse pirate, qui fait qu'on te paye la formation à la BBS. On te l'offre. Donc elle est gratuite pour ces personnes-là. Ensuite, il y a la possibilité évidemment d'un paiement en direct, en virement, crypto, on accepte les cryptos, toutes les cryptos qui sont listées sur Binance, on accepte. Et ensuite, tu as des aides. Alors il y a 2 typologies d'aides. Il y a ce qu'on appelle le CPF, le crédit de formation professionnelle, que tout le monde a. Il y a l'OPCO, qui est, tu es un employé dans une boîte, elle a un crédit pour t'envoyer te former. Et on a aussi la ville de Paris, qui fournit des financements aux étudiants. Et d'ailleurs, on est la seule formation blockchain qui est référencée dans le catalogue de la ville de Paris. Okay. Donc toutes ces méthodes de financement peuvent d'ailleurs être combinées pour permettre de donner accès à la formation. Alors, humblement, enfin non pas humblement, mais je suis pas Xavier Niel, donc je peux pas rendre le truc gratuit, mais on essaye de faire en sorte d'accompagner chaque étudiant pour que ce soit le plus indolore possible pour leur bourse, avec le CPF, avec la bourse, avec la ville de Paris, et donc ça, Nathan, le directeur pédagogique qui onboard les différents étudiants ou futurs étudiants, peuvent les renseigner lors du call quand elles demandent un rendez-vous avec les équipes de la BBS. D'accord. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de payer en plusieurs fois aussi? Ouais, excuse-moi, évidemment, c'est Okay. aussi possible de payer en plusieurs fois. Et voilà, encore une fois, comme je dis, on est ouvert à la discussion et aux aménagements. Notre objectif, c'est de fournir des talents à l'écosystème. Parce que s'il n'y a pas de talent dans l'écosystème, les boîtes dans lesquelles on a investi ne grandiront pas. Et en fait, déjà, on veut que les boîtes dans lesquelles on a investi grandissent pour nous retourner de la valeur. Et en fait, elles nous rapporteront beaucoup plus de valeur que quelques formations de la BBS. Donc notre objectif, c'est de faire grossir l'écosystème. C'est pas
de monter un groupe éducatif et de le revendre. D'accord. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose d'intéressant que tu dises de former un maximum de personnes pour pouvoir tirer l'écosystème vers le haut et aussi avoir indirectement un retour sur investissement sur les boîtes dans lesquelles vous avez investi. Est-ce que quelqu'un qui sort de chez BBS est forcément obligé de passer par une entreprise sous le chaperon de Pirate Labs? Pas du tout. On n'oblige à rien du tout. Ok. Que ce soit bien clair. Au contraire, on est des entrepreneurs. On veut que les gens soient libres, décident avec conviction. C'est ça qui est important. On veut les aider à décider avec conviction. Donc non, on ne priorise pas nos boîtes en portefeuille. Quand il y a un étudiant qui demande à ce que son CV soit forwardé, je le forward en même temps aux boîtes du portefeuille et à notre réseau de partenaires. Et c'est first in, le premier qui répond et qui est intéressé, qui a l'intro. L'avantage d'avoir les boîtes de pirates, c'est pour faire des stages, pour contribuer aux différents projets. C'est vraiment une sandbox. C'est-à-dire c'est un bac à sable. Pour pouvoir tester dans un environnement qui n'est pas trop sérieux, c'est-à-dire pas avec un contrat de travail, etc. D'accord, et ça permet vraiment aux élèves d'avoir un réseau et, comme tu dis, un bac à sable vraiment à disposition pour pouvoir voir de leurs propres yeux. Ok. Merci Bilal pour cet échange, et si jamais il vous reste des questions derrière votre écran, vous y trouverez probablement la réponse sur leur site que je vous mets dans la description, ou alors vous pouvez tout simplement commenter la vidéo afin qu'on y réponde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour plus de contenu sur Cryptost.